Chères auditrices et auditeurs, bonjour. Vous écoutez 1000 Mentors, le podcast des dirigeants, entrepreneurs et managers qui veulent bénéficier de l'expérience de mentors qui ont déjà dépassé les erreurs et les difficultés que nous rencontrons tous. Tous les dirigeants se posent les mêmes questions. À un moment ou à un autre, on s'est tous dit « ça ne marche pas comme prévu, on tourne en rond, j'ai l'impression de régler 100 fois les mêmes problèmes, ça n'avance pas, où est le manuel ?» Ces questions, ces problèmes, d'autres dirigeants les ont eus et les ont résolus. 1000 Mentors, c'est le podcast qui connecte les difficultés des uns avec l'expérience des autres. Je m'appelle Damien Touvenin, j'ai cofondé une PME que je dirige depuis 17 ans, et chaque mois, j'interroge un ou une dirigeante chevronnée avec qui j'essaye de tirer des leçons pratiques, qu'elles soient opérationnelles ou philosophiques, c'est-à-dire que ce soit des façons de faire ou des façons de voir, utiles concrètement dans nos boîtes. Aujourd'hui, nous allons prendre une leçon de management avec Cédric Vatine, qui est mon mentor dans ce domaine, et qui me fait l'honneur, le privilège, le plaisir d'inaugurer ce podcast en étant notre premier mentor. Par mentor, j'entends quelqu'un qui a su prendre de la hauteur sur des problèmes que nous rencontrons tous, qui en a tiré des clés ou des modèles et qui nous les partage pour que l'on gagne 1 ou 2 crans dans le développement de notre activité. Et comme mentor, Cédric se pose là. Il est chef d'entreprise depuis maintenant 22 ans et ça fait 10 ou 12 ans qu'il parle de management. Vous le connaissez sûrement à travers de son podcast outildumanager.com. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai découvert et ça a changé ma pratique du management et ma boîte. Je suis tombé sur son podcast en 2014, mais ça faisait déjà 5 ans qu'il faisait des épisodes avec son compère Laurie, qui était son chef d'exploitation dans ses 2 entreprises de produits d'emballage et de machines de découpe, je crois. Cédric, c'est quelqu'un qui représente exactement ce que l'on veut explorer au travers de 1000 Mentors. C'est-à-dire l'expérience concrète accumulée par des dirigeants et managers qui ont 3 longueurs d'avance sur notre chemin et qui peuvent se retourner pour nous guider. Il a racheté des boîtes et construit un groupe, il a dû affirmer son leadership et mobiliser ses équipes. Il a sûrement fait plein d'erreurs, il a appris, construit son capital de connaissances avant de le partager, et c'est ce qu'on va revisiter avec lui aujourd'hui. Alors une petite note avant de laisser la place à ma conversation avec Cédric, vous n'êtes pas à l'école, pas besoin de prendre des notes, car ce travail je l'ai fait pour vous. J'ai récapitulé dans une fiche synthétique les points clés de cette masterclass avec Cédric. Si vous êtes abonné à l'hebdo de 1000 Mentors, ma newsletter du dimanche soir, vous allez recevoir cette fiche automatiquement comme pour chaque interview. Sinon, vous pouvez la télécharger sur 1000mentors.fr, où j'ai aussi mis le minutage de cette conversation pour celles et ceux qui veulent retrouver un passage en particulier. Du coup, pas besoin de vous arrêter pour prendre des notes, vous pouvez continuer à nous écouter en faisant votre sport, la cuisine ou en conduisant. Bon allez, j'arrête de vous dire ce qui va se passer et je vous laisse écouter ma conversation avec Cédric. On se retrouve à la fin pour savoir comment récupérer les notes et la fiche pratique. Bonne écoute. Bonjour Cédric. Bonjour Damien, comment ça va ? Très bien, écoute, je suis extrêmement heureux de te retrouver puisqu'on avait déjà eu la chance d'échanger sur ton podcast et je suis très heureux de t'accueillir à mon tour. C'est bien la moindre des choses, c'est tout à fait normal que je te rende l'appareil. T'es venu 2 fois sur le podcast et je pense qu'à chaque fois t'as dû faire le record de durée du podcast. Ça, il faudra que je regarde, ça a peut-être été battu, mais je crois pas. Je crois que t'es toujours le détenteur du titre du podcast de l'épisode le plus long sur Outils du Manager. Bon, écoute, on va essayer de battre un autre genre de record aujourd'hui et de faire l'épisode le plus intéressant de 1000 Mentors. Ok, ça va être facile si c'est le premier. Oui, mais la question, ça va être de tenir dans le temps. Ouais, si jamais je suis détrôné, je reviendrai reprendre mon titre. Exactement. Alors, t'as un avantage, c'est que on va parler de management, qui est quand même sans doute le sujet le plus central pour un entrepreneur, un dirigeant, un manager. Je suis d'accord. Qu'est-ce que je veux dire ? Peut-être avant qu'on se lance, je t'ai présenté rapidement avant de te donner le micro. Peut-être que tu peux quand même nous parler 2 minutes de ton expérience de chef d'entreprise. Effectivement, comment est-ce que tu en es venu à diriger ces entreprises ? D'ailleurs, quelle est ton activité ? Et quelle est un peu la taille de tes entreprises, ce que tu veux bien nous en dire, mais ça aidera à situer un peu ton contexte. Ouais, aujourd'hui j'ai 3 entreprises, 2 entreprises qui opèrent comme tu le disais, qui sont des entreprises brick and mortar et qui
opère dans le domaine des arts graphiques, de l'emballage, je vais y revenir. Et puis j'ai une troisième entreprise qui est plus récente, c'est Outils du Manager. La vocation d'Outils du Manager, tu l'as un petit peu dit en introduction, mais c'est de faire gagner du temps à des chefs d'entreprise ou des managers en leur évitant de faire toutes les erreurs que j'ai pu faire dans ma carrière. Donc c'est là où je pense que les vocations de nos deux podcasts se rejoignent parfaitement. Sauf que voilà, moi je suis sur l'aspect management uniquement. Moi mon but, c'est que vous puissiez en 2 ans faire ce que j'ai dû passer 10 années à faire, avec avec la stratégie de l'échec et de l'apprentissage. Et donc voilà, la caractéristique d'Outils du Manager, c'est vraiment d'offrir une approche pragmatique avec des conseils et des mises en application immédiates. C'est vraiment la marque de fabrique que je veux donner à tout ce que je fais chez Outils du Manager. Donc, Outils du Manager, c'est une toute petite entreprise. Il n'y a pas de salariés, je suis le dirigeant. Il y a quelques prestataires qui m'aident sur les aspects techniques parce que et administratifs parce que c'est vraiment pas mon domaine d'activité. Donc tout ça, ça a été délégué. On grossit assez vite, donc peut-être que à l'avenir, j'aurai un peu plus de management à faire dans Outils du Manager. Bah oui, parce que c'est le podcast le plus écouté sur le management, en tout cas dans les podcasts en français. En langue française. Ouais. Et effectivement, moi j'ai été très surpris quand tu m'as fait l'honneur de m'interviewer du nombre de gens qui ont pris contact avec moi dans mes réseaux très éloignés, des cousins, des anciens clients, etc. Ils m'ont dit « Ah, je t'ai entendu chez Cédric Vatine », ce qui montre très bien le rayonnement de ton podcast. Génial. C'est que t'as plein de gens dans ton réseau qui ont envie de progresser, c'est super. Et puis concrètement, pour finir sur l'entreprise Outils du Manager, c'est une entreprise. Alors, le chiffre d'affaires d'Outils du Manager est exclusivement réalisé à travers des formations en ligne que je propose. C'est-à-dire vraiment le revenu d'outils du manager, c'est ça, c'est l'apprentissage du management à travers des outils concrets et des mises en application rapides. D'ailleurs, j'appelle pas ça des formations, j'appelle ça des formations, pour vraiment, pour moi-même ne jamais oublier de pas mettre trop de théorie, mais de faire surtout du passage à l'action. Et puis j'ai 2 autres entreprises. Tu l'as dit, j'ai commencé à être entrepreneur quand j'avais un petit peu moins de 30 ans, je crois. J'ai 52 ans aujourd'hui. Et ces 2 entreprises, en fait, sont la résultante de rachats de diverses entreprises. Aujourd'hui, ce sont 2 entreprises, une qui vend du consommable et l'autre qui vend des machines et des logiciels pour la création, la découpe d'emballage. On est quasiment exclusivement sur un schéma achat-revente, donc c'est de la distribution à valeur ajoutée, c'est-à-dire avec beaucoup de prestations, de conseils, de formations, etc., dans le secteur de la découpe, de l'emballage et des arts graphiques. Et aujourd'hui, ça représente un peu plus de 35 personnes, donc ce ne sont pas des très très grosses entreprises. Mais elles sont assez dominantes sur le marché de niche où elles opèrent. Et très concrètement, mon activité dans ces entreprises aujourd'hui est vraiment de plus en plus une activité de actionnaire visionnaire, on pourrait dire. Voilà, de moins en moins opérationnel. Et tu as été très très opérationnel au départ. Très très opérationnel, ouais, comme très souvent quand on démarre en tant qu'entrepreneur ou qu'on rachète des entreprises, je crois que c'est assez inéluctable. Il y a forcément une période où on se plonge à corps perdu dans tous les métiers de l'entreprise parce que c'est une des meilleures manières de comprendre comment fonctionne l'entreprise qu'on vient de racheter. Avant de racheter une entreprise, on ne la connaît pas. On peut faire tous les audits qu'on veut. Voilà, c'est une fois qu'on est dedans qu'on se dit ah oui d'accord, ah oui en fait c'est ça que j'ai racheté. Voilà. Et donc oui, j'ai eu cette période. Si je continue sur mon parcours, puisqu'il m'a amené peut-être à travailler justement sur le management et à un moment à avoir envie de transmettre ce que j'avais appris sur le management.
Quand j'ai commencé, moi, j'étais donc auparavant salarié dans un grand groupe de distribution de fournitures de bureau qui s'appelait à l'époque Gaspard Fourniture de bureau, qui s'appelle maintenant Lyreco, et j'étais plutôt dans la finance internationale, et avec une volonté un jour de prendre une direction de filiale. Mais à l'époque, ça n'a pas pu se faire pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'était que la direction de l'époque mettait plutôt des commerciaux à la tête des filiales plutôt que des contrôleurs de gestion ou des gens de la finance. Et puis, ça impliquait aussi une expatriation qui était rendue impossible, puisque j'ai un de mes enfants à ce moment-là qui est né, qui était très très lourdement handicapé, qui était polyhandicapé. Et pour moi, il était et pour ma femme, il était inenvisageable de s'expatrier avec dans ces conditions-là. Et puis donc, je me suis mis à chercher une entreprise à reprendre. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que mon beau-père de l'époque avait une entreprise et qui devait être prise par son fils, donc mon beau-frère, qui a eu un accident, il a perdu la vie à ce moment-là. Ah, et j'ai pas été épargné dans ta famille. Voilà, il y a eu quelques graves péripéties dans la vie personnelle, et qui ont fait que je suis d'abord arrivé dans l'entreprise pour l'aider, en tant que salarié, mais pour l'aider. Et puis, au fur et à mesure de la découverte de son entreprise, et puis puisque les frères, beaux-frères et belles-sœurs de l'époque n'étaient pas intéressés par la reprise, à un moment, tout naturellement, je me suis proposé. Et finalement, comme j'avais fait une analyse du marché, des concurrents, etc., je me suis rendu compte qu'il était plus intéressant de racheter pas seulement cette entreprise, mais 3 autres entreprises pour constituer un groupe. Et ça a été le début de ma vie d'entrepreneur. Donc, comme je le disais, on sait jamais ce qu'on achète. On le découvre une fois qu'on est à l'intérieur de la boîte, parce que ce qu'on voit de l'extérieur, c'est juste le bel emballage, c'est l'effet vitrine. Et puis quand on rentre, on découvre les tiroirs, les placards, les greniers, et puis aussi les perles, etc. Et donc, forcément, comme tout chef d'entreprise, comme tout entrepreneur, j'ai eu cette période où on est plongé dans le quotidien, où on fait tout en même temps, où on est toujours au bord du burn-out, mais qui n'arrive jamais parce que on est en général jeune et propulsé par notre enthousiasme. Sauf que moi, j'avais quand même cette contrainte familiale et puis cette envie de vivre un petit peu avec ma petite fille, puisque on savait qu'elle n'avait pas une espérance de vie très élevée. Et donc, ça m'incitait quand même à toujours garder un certain équilibre entre ma vie personnelle, ma vie privée, puis ma vie professionnelle. Donc, j'avais déjà cette volonté de pas me laisser engloutir et envahir par le travail. Et donc, moi, ma manière, je dirais, de me créer du temps, parce que c'était nécessaire, ça a été d'abord en apprenant à m'organiser. C'était pas du tout mon profil. J'étais quelqu'un de plutôt créatif, qui partait un peu dans tous les sens, pas toujours très concret. Et j'ai découvert les méthodes d'organisation américaines. GTD, pour la plus connue, Getting Things Done, de David Allen, que j'ai essayé de mettre en place de multiples fois dans ma carrière sans jamais réussir à la mettre en place. Mais disons que les principes de cette méthode-là m'ont permis dans un premier temps de gagner beaucoup en efficacité, en rapidité d'exécution, en productivité, et donc à avoir quand même une vie privée à peu près équilibrée avec ma vie professionnelle. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai appris à compartimenter les choses. Parce que ça aussi, quand on a un enfant déficient, etc., c'est l'instant présent et ça peut pas être autre chose. On peut pas penser à autre chose, on peut pas avoir d'autres choses qui nous interrompent, on peut pas avoir le boulot en tête parce qu'il faut être 100% présent. Même si c'est pas pour longtemps, il faut être 100% présent. Donc j'ai appris aussi à ce moment-là à compartimenter mon temps. Et puis, la deuxième, je dirais, la deuxième grande chose la deuxième grande révélation que j'ai eue dans ma vie de jeune chef d'entreprise,
c'est un constat un petit peu désolant de difficulté à faire réaliser la vision que j'avais pour l'entreprise. C'est-à-dire que moi, j'étais plutôt, je pense, quelqu'un qui était bon en stratégie, en négociation, en vision. C'est comme ça que j'ai pu acheter des entreprises alors que j'avais pas d'argent de côté. C'est-à-dire en présentant des beaux business plans et des business plans réalistes. Et ça, c'est le discours qui convient parfaitement à un investisseur, à une banque, à un comité de direction. Par contre, j'ai assez vite compris que même si j'alignais des beaux chiffres et que j'étais tout à fait rationnel et intelligent dans ma manière de préparer et de présenter le futur de l'entreprise, la vie, c'est plus compliqué que le tableau Excel. Voilà, et ça commence immédiatement à la première présentation où on sent bien que l'attention des salariés de la PME est assez diffuse dans la salle et où on sent pas un enthousiasme énorme au moment où on le présente. Bon, soit. Après, on se dit, c'est pas grave, ils ont quand même compris, donc ils savent ce qu'ils doivent faire, ou s'ils savent pas, je vais leur expliquer parce que c'est quand même moi le boss et puis que j'ai l'autorité, etc., etc. Bref, j'ai fait pendant plusieurs années ce que j'appelle du mauvais management, du management négatif, c'est-à-dire du management qui consiste à être très directif, à fliquer les gens, à les reprendre à les punir quand ils font des erreurs, à les récompenser quand ils sont bien dans la ligne. Mais ce qu'il m'a fallu reconnaître assez rapidement, c'est que à la fin de l'année, quand je relevais les compteurs, ils étaient pas là où ils auraient dû être. Et donc, il y avait eu une certaine divergence qui était installée dans les plans qu'on avait convenus, je croyais, ensemble au début de l'année, et puis ce que j'avais au final. Ça a duré combien de temps à peu près cette période d'illusion, on va dire? Je saurais pas te dire exactement, mais le constat que ça marchait pas, il était quotidien. C'est-à-dire que t'as beau être un peu sûr de toi, un télo, un peu voilà, sûr que t'as la bonne stratégie, capable de la montrer devant des clients, etc. Quand au quotidien t'es en permanence obligé soit de faire les choses toi-même pour qu'elles soient entre guillemets bien faites, ou soit d'aller reprendre les personnes, et que malgré tout, à la fin de l'année, tu te rends compte qu'ils ont fait tout autre chose que ce qui était prévu, alors que pourtant t'as mis des règles, t'as fait tout bien sur ta copie, normalement tout aurait dû marcher. En fait, tu le constates assez vite. La première année, tu te dis ah zut, je suis pas dans mes objectifs. La deuxième année, à nouveau, pourtant tu te dis j'ai la bonne stratégie, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc je pense que ça a dû durer peut-être 2 ans, quelque chose comme ça. La prise de conscience a été assez rapide. Attends, je vais pas te dire de bêtises. Moi, j'ai commencé à être chef d'entreprise donc en 99, je pense, 1999. Non, oui, j'ai commencé à prendre les commandes. J'ai créé mon groupe en 2001 et j'ai commencé à faire les podcasts, je crois, en 2007 2009, non, je crois. Ouais, 2009. Donc, alors, c'est mes dates repères parce que c'est entre le moment où j'ai créé mon groupe en 2001 et le moment où j'ai fait mon premier podcast que je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui allait pas et que j'ai corrigé le tir. Et alors, qu'est-ce qui t'a ouvert la porte vers le corriger le tir, justement? Alors, je peux te dire exactement, je me souviens pas de la date, mais j'avais décidé, je savais que j'avais un problème parce qu'au bout d'un moment, tu te dis mais soit ils sont tous stupides ou c'est moi qui ai un problème. En l'occurrence, assez vite, je me suis rendu compte que c'était moi qui avait un problème. Et j'arrivais pas à le situer exactement. Je me suis dit, c'est au niveau de l'exécution. J'arrive pas à faire exécuter ma vision. D'ailleurs, je me souviens que j'avais lu un bouquin qui est pas mal, mais sur lequel aujourd'hui je serais plus mitigé, qui s'appelle « Tout est dans l'exécution », qui avait été écrit par un ancien de chez General Electric. Mais en fait, très excitant à lire, mais en fait, finalement, j'ai jamais réussi à appliquer quoi que ce soit du bouquin. Bref, j'avais ça dans ma tête et je me disais, faut que je trouve une solution. J'ai essayé plusieurs fois des formations, j'ai jamais été satisfait de ce qu'on me disait. Et puis, en même temps, je voulais aussi continuer à progresser en anglais puisque ce sont des sociétés où il y a une forte composante internationale. Et je me suis mis à écouter les premiers podcasts de l'époque,
américains, uniquement américains. Et un jour, je suis tombé sur un podcast d'une boîte qui s'appelle Manager Tools. Donc, tu vois le parallèle avec Outils du Manager. Et le premier podcast, il traitait de la carrière ratée d'un technicien, où en fait, ils expliquaient dans le podcast que le gars avait essayé de continuer à utiliser ses compétences techniques alors qu'il était devenu manager. Tu vois le coup classique de l'autorité de compétence. Ça m'a pas parlé tout de suite parce que je me sentais pas concerné, mais au fur et à mesure des podcasts, je me suis dit tiens, c'est marrant, il y a quand même des outils qui sont intéressants. Et à un moment, j'ai chopé un outil qui s'appelle le 101, one on one, le O3 en anglais, one on one, ce qui veut dire un à un en français, ou le one to one. Et c'était cet entretien individuel qu'on fait avec chacun de nos collaborateurs. Et en fait, ils étaient pas très précis sur le but de cet entretien, mais quand ils en citaient les bénéfices, je me suis dit ah ouais, ça ressemble quand même à la solution que je cherche. Et donc j'ai commencé comme ça à faire des entretiens avec mes collaborateurs chaque semaine pendant une demi-heure. Et en 6 mois, ça a complètement retourné ma situation. Et donc j'ai continué à appliquer leurs outils. Je suis allé à la conférence, je me suis fait former par ces 2 formateurs américains, et j'ai vu les progrès absolument prodigieux que je faisais, et je me suis dit non mais là je suis tombé sur on m'a jamais parlé comme ça dans aucune des formations que j'ai faites, on m'a jamais parlé comme ça dans les groupes d'entrepreneurs auxquels j'appartenais. J'ai fait une école de commerce, je me suis dit mais c'est incroyable. Un outil aussi puissant qui donne de tels résultats, il faut absolument que ce soit connu, que ce soit diffusé. Donc je suis allé voir les Américains, je leur ai dit bah voilà, moi ça a vachement bien marché votre truc, pourquoi vous le faites pas en français? Pourquoi vous Et ils m'ont dit bah bon, parce qu'on n'a pas le temps, puis qu'on parle pas français, etc., etc. Ils m'ont dit mais pourquoi tu le fais pas? Et j'ai dit bah ok. Et finalement, on a démarré avec Laurie, qui était à l'époque mon directeur d'exploitation, et on s'est mis à enregistrer au départ des choses qui étaient assez similaires, presque copier-coller des podcasts américains, et puis tout en mettant les anecdotes qu'on avait, qu'on rencontrait, les choses qu'on rencontrait nous tous les jours dans notre vie de manager, etc., etc. Et puis voilà, ça a été le début d'Outils du Manager. Donc au départ, c'était un podcast. C'est que très récemment qu'Outils du Manager est devenu plus qu'un podcast. Ça fait 3 ans. Et on a rencontré un engouement à la hauteur d'une autre. C'est-à-dire que très vite, on a été contacté par des gens qu'on connaissait pas pour intervenir en entreprise. Donc on a commencé à avoir une activité comme ça de conseil en entreprise, de faire des séminaires, etc. Laurie, lui, il était spécialiste du lean manufacturing et ancien consultant. Donc on pouvait comme ça proposer des choses assez complexes de transformation d'entreprise avec du lean, c'est-à-dire la structure lean, la logique lean, et puis l'apport d'outils du manager. Voilà l'histoire. Alors, je pense que c'est le moment pour faire un petit accéléré du temps, du coup, parce que ça, c'était donc aux alentours de 2009 ou 2008, ouais, quand tu découvres les outils du manager, enfin les manager tools, que tu te les appropries avec Laurie, ouais, que vous construisez. Du coup, pour quelqu'un qui découvre totalement et qui n'a jamais entendu parler de ça et de toi, bon, évidemment, mon premier conseil, ça va être de lui dire d'aller écouter les épisodes d'Outils du Manager, mais si en 1 ou 2 minutes, on pouvait lui présenter, lui résumer le management tel que le présente Outils du Manager, soit les grands principes, les 4 fantastiques, les grands outils. Alors, il y a une manière d'avoir une vision. En fait, Outils du Manager, il y a un noyau dont je vais parler maintenant. Et puis après, il y a d'autres outils qui viennent se greffer dessus. Mais déjà, pour avoir une vision vraiment en une demi-heure de la structure, il y a un petit bouquin qu'on peut télécharger sur le site qui s'appelle le Manager essentiel. Et ça se lit en une demi-heure et ça expose les 4 outils majeurs
de la méthode. Mais pour te les résumer vraiment en 3 minutes, on a observé les pratiques des meilleurs managers. En fait, on s'est dit, plutôt que d'être tout le temps dans la théorie, on va se dire, alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un bon manager? Là, en général, quand je fais un séminaire, je demande à la salle et on me donne une multitude de réponses. C'est quelqu'un qui est près du terrain, qui est aidant, qui montre sa vulnérabilité, qui est bienveillant, enfin, un tas de choses comme ça. Et moi, je dis, bon, ça, c'est ce qui vous vient à l'esprit, mais en réalité, si on demande à un patron qu'est-ce qu'un bon manager, si on résume vraiment à l'essentiel, en fait, un bon manager, c'est quelqu'un qui obtient les 2 R, ce que j'appelle les 2 R du management, c'est-à-dire les résultats et la rétention. La rétention, c'est pas un très beau mot, on pourrait dire la loyauté, la fidélité, mais ça c'est pas les 2 R du management, donc c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. La première chose, c'est les résultats. Un manager, il est là dans l'entreprise avec un but principal qui est d'obtenir la performance maximale en faisant travailler ses équipes. Ça, c'est pour revenir au basique. Mais il faut mettre une deuxième contrainte qui est la rétention, c'est que il faut pas non plus qu'il perde toute son équipe en route, parce qu'on peut obtenir beaucoup de performances en cramant les gens, mais en général ça dure pas longtemps. Donc c'est les 2 R du management. Maintenant, c'est pas ça qui va nous apprendre à faire du bon management, mais ça nous aide quand on a un doute, quand on se dit tiens là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans cette situation managériale, à se raccrocher à quelque chose de très simple. Est-ce que je suis sur le levier rétention? Est-ce que je suis sur le levier résultat? Et c'est ce qui sert à prendre des décisions en management. Maintenant, il y a 4 pratiques qui sont communes aux meilleurs managers. La première pratique, ou la première pratique, c'est les bons managers, ils ont une communication professionnelle performante, qui génère de la confiance dans leur équipe. Donc, leur pratique, c'est une communication orientée et performante qui génère un résultat qui est de la confiance. On pourra creuser ensuite. Mais première chose, cette chose-là. Deuxième chose, ce sont des gens qui parlent à leurs collaborateurs en permanence de performance. Et en faisant ça, ils obtiennent de la performance. La troisième chose, ce sont des gens qui délèguent en permanence, comme des fous. Et donc, ce qu'ils vont obtenir en déléguant en permanence, c'est de l'autonomie. Et en obtenant de l'autonomie, ils vont obtenir ce dont rêve toute entreprise, c'est-à-dire une production de résultats maximales avec un minimum de contrôle. Et la quatrième chose, la quatrième bonne pratique, c'est qu'ils développent et ils demandent en permanence à leurs collaborateurs de se développer. Et là, ils vont obtenir une équipe qui s'adapte en permanence aux challenges auxquels elle est confrontée. Voilà. On est parti simplement de ces 4 bonnes pratiques. Et après, on a dit, comment on fait pour obtenir, ou plutôt quel outil on va utiliser pour avoir ces 4 bonnes pratiques et obtenir ces 4 résultats. Et les outils, c'est le 1 à 1, c'est ça qui va développer la confiance. Le feedback, c'est ça qui va permettre de parler en permanence de performance, mais d'une manière qui engendre de la performance. C'est-à-dire que c'est ni des punitions, ni des récompenses. Le 4e outil, c'est la délégation. Et on va voir que la délégation, c'est souvent ce qui est le plus compliqué, et qui ne peut être obtenu que si on est passé par les 2 premières étapes. Et puis le 3e outil, c'est le coaching. Le coaching, c'est pas je forme mes collaborateurs, mais je fais en sorte qu'ils soient formés, qu'ils se développent. C'est-à-dire, je suis pas formateur, je suis coach, et je m'assure qu'ils progressent en permanence, et surtout qu'ils progressent en permanence en fonction des challenges futurs qu'ils vont avoir à affronter. Alors, je vais jouer le naïf, puisque comme je suis assez fan de tes podcasts et de tes formations, je connais une partie de la réponse, mais j'imagine que quand on découvre le sujet, je t'entends dire ok, donc il faut avoir une communication dense pour créer de la confiance, il faut
parler de performance pour obtenir de la performance. Il faut développer les gens en permanence et il faut déléguer pour obtenir de l'autonomie. Et je peux imaginer déjà les gens à l'autre bout qui disent « non, c'est le contraire. Je vais pas déléguer à des gens qui sont pas autonomes. Il faut de l'autonomie pour pouvoir déléguer. » En fait, ce qu'il faut surtout retenir par rapport à la délégation, c'est que l'erreur, alors après, il y a plein la délégation, c'est le Graal du manager. D'accord? Ça doit être l'obsession à la fois du manager et du chef d'entreprise. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose qui va permettre à ton entreprise d'avoir une croissance illimitée, de ne plus être limité par tes ressources ou par les ressources d'une personne. Quand tu auras envie de continuer à développer, tu ajouteras des personnes dans ton entreprise. Si ton processus de délégation est défaillant, ça fonctionnera jamais. Donc, ça, c'est pour poser l'importance de la délégation. C'est le Graal du manager et de l'entrepreneur. Ça doit être le Graal du manager ou de l'entrepreneur. On pourra y revenir. Mais, effectivement, l'erreur, ce serait de croire que c'est la première chose à faire quand tu mets en place ton système de management. Ton système de management, comme tout système, il doit être mis en place progressivement. Et donc, cette autonomie qui va faire le terreau de ta délégation réussie, elle doit être obtenue. Et la première chose à mettre en place, et les 4 outils dont je t'ai parlé, ils se mettent en place dans l'ordre. La première chose que tu dois générer, si tu veux un jour être capable de déléguer efficacement, c'est la confiance. C'est ce dont j'ai parlé en premier. Et la confiance, elle s'obtient que d'une seule manière chez un être humain, c'est en lui donnant ce qui est plus précieux chez toi. Qu'est-ce qui est le plus précieux chez toi? Qu'est-ce qui est, pour tout être humain sur Terre, et même tout être vivant, c'est quoi la richesse principale, ultime, celle qu'on peut pas stocker, celle qu'on a toutes, tous et toutes en quantité égale? Eh ben, c'est le temps. Et donc, comment on montre à quelqu'un notre considération, le fait qu'on le respecte, qu'on lui donne notre confiance, et comment on génère de la confiance chez lui ou chez elle, c'est en lui donnant du temps. Oui, ça me rappelle une petite équation que j'avais vue, je sais plus où, qui était love égale time plus attention. C'est ça. L'amour, parfait. C'est du temps et de l'attention qu'on accorde à l'autre. Voilà, je suis complètement d'accord. Après, pour les gens qui sont plus financiers, je dis souvent, on peut pas, la confiance, c'est un compte en banque, on peut pas travailler à découvert. Il faut d'abord que tu mettes sur le compte de la personne pour ensuite lui demander de faire des choses pour toi. Et le problème, c'est que, et c'est ça qui est ce qui est formidable quand on commence à modéliser les outils, c'est que tout ça, c'est de la théorie. C'est-à-dire, tout le monde le sait. Oui, c'est mieux une entreprise où il y a de la confiance. Oui, c'est mieux où il y a une entreprise où il y a de la bienveillance. Et oui, il faut déléguer. Ok. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Et c'est là où il faut pas faire l'erreur de rester au concept. Il faut se poser en profondeur comment on fait. La confiance, c'est du temps accordé. Le problème, c'est que j'ai pas de temps à accorder parce que je suis chef d'entreprise, je suis débordé, j'ai déjà plein de choses à faire. Donc, comment je fais pour créer de la confiance, ou plutôt, comment je fais pour donner plus de valeur ajoutée au temps que je vais donner pour qu'il impacte et qu'il génère vraiment de la confiance. Et donc, moi, ce que je conseille quand je dis la première chose à faire, c'est de mettre en place le 1 à 1, c'est en réalité de donner du temps à chacun de vos collaborateurs. C'est par ça qu'il faut commencer. Et comme vous n'avez pas beaucoup de temps, je vais vous faire donner le temps minimal nécessaire pour que ça fonctionne, et je vais vous apprendre à donner du temps à haute valeur ajoutée. Tout à l'heure, je disais avec ma fille, le plus important, c'était pas forcément de passer beaucoup de temps avec elle, mais par contre, c'était important que ce soit régulier, pour pas dire fréquent, que ce soit concentré, et qu'on soit en face à face. Donc la forme ultime de la communication humaine, c'est quand on est dans la même pièce, l'un en face de l'autre, sans interruption, sans bruit, sans ordinateur, sans SMS, sans interrupteur. Et donc déjà le fait de dire à un collaborateur, on va se voir tous les deux, l'un en face de l'autre, ça a une toute autre valeur que de faire une réunion avec tous tes collaborateurs en même temps. Donc tu vas avoir une communication très intense, courte, donc très intense, et puis aussi très adaptée, puisqu'en face de toi, tu n'auras pas
15 personnes, tu auras une personne et donc tu pourras avoir une communication adaptée à la personne. Première chose. Ensuite, tu vas lui donner du temps, tu vas t'engager. C'est-à-dire que c'est 1 à 1, ils sont programmés pour toute l'année. Et là aussi, c'est très différent de dire à un collaborateur, bah écoute, je te vois parce que tu as un problème, ou parce que j'ai un problème, ou parce qu'il y a quelque chose qui va pas entre nous, j'ai une demi-heure, on se voit entre deux portes. Ça a beaucoup moins de valeur que quand quelqu'un rentre dans ton entreprise, que tu lui dises, tu sais, maintenant on va travailler ensemble. Donc ça veut dire que chaque semaine que tu passes dans l'entreprise, eh bien il y aura une demi-heure que je vais t'accorder et où on va interagir tous les deux. Et ça durera tant que notre vie professionnelle dure. Oui, je vais même aller plus loin. C'est-à-dire que si le seul moyen d'avoir l'oreille du patron C'est ou de d'avoir la un problème. boss, c'est d'avoir un problème, je pense qu'on va avoir beaucoup de problèmes. Voilà, c'est ça. C'est ça. Bon, après, ça dépend des tendances des managers. Il y a des managers, ils passent beaucoup plus de temps avec les high performers, ils oublient les autres, ou avec les gens qui leur ressemblent. Puis il y a des managers, effectivement, ils vont donner plus de temps à ceux qui vont mal, et donc, pour avoir du temps de ton boss, bah, faut aller mal. Donc, ça permet aussi un certain équilibre aussi. Ça t'oblige à avoir chacun de tes collaborateurs. Je parle des N-1, je parle pas de toute l'entreprise. Et puis, ça oblige effectivement de s'arrêter, discuter, etc. Donc, pour reprendre ta question, pour l'instant, est-ce qu'on a créé de l'autonomie ? On pourrait dire, bah non, on a créé l'inverse. On a créé une dépendance. On est en train de faire du micromanagement. On va emmerder notre collaborateur. Chaque semaine, pendant une demi-heure, on va le fliquer, etc. Sauf que l'entretien d'un 1, c'est pas un entretien de flicage. C'est un entretien où c'est le collaborateur qui parle en premier. Première chose. Et la deuxième chose, c'est ça va développer de l'autonomie. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que quand tu sais que tu as rendez-vous avec ton boss, quoi qu'il arrive, toutes les semaines, tous les lundis ou tous les vendredis, à 15h, eh bien, en dehors de cette demi-heure très intense que tu vas passer avec lui ou avec elle, tu es autonome. Tu le déranges pas, lui non plus. Et puis, tu es pas en train d'être complètement dépendant de lui, et vice versa. Et ça, c'est important. C'est comme ça. En fait, dans l'entreprise, on n'a jamais une autonomie absolue. D'ailleurs, dans la vie, on n'a jamais une autonomie absolue. Il faut qu'on ait quelque chose je dirais, des limites, en fait, des barrières, ou des références, ou des rituels qui nous permettent d'être autonomes en dehors de ces rituels. Et en fait, c'est comme ça que tu vas commencer à générer de l'autonomie. Ça commence dès le début. Le 1-1, il va commencer par générer de la confiance, parce que se voir une demi-heure toutes les semaines et discuter toutes les semaines, je peux te dire qu'au bout d'un moment, on se connaît bien. Et donc, quand on se connaît bien, on est de plus en plus en phase. C'est inéluctable. Il peut pas en être autrement. Et puis l'autre chose que ça va générer, c'est de l'autonomie. Une petite autonomie au début. Simplement le truc qui consiste à dire, ne m'appelle pas tous les jours, ne me demande pas de décider pour tout, etc., etc. Puis après, on va voir qu'il y a d'autres outils qui viennent se greffer, mais je vais pas rentrer dans le détail ici, pour générer cette autonomie au sein du 1-1. Donc, là, t'as pas délégué encore, mais t'as quand même créé une situation où ce sera déjà plus facile de déléguer. Pourquoi ? Tu connais mieux ton collaborateur, il ou elle te connaît mieux, tu le laisses, je dirais, tu ne pratiques plus un management diffus, c'est-à-dire on est tout le temps dans la même pièce, donc en permanence tu lui réponds quand il a des questions, etc. Et donc ça commence un petit peu à mettre les bases de la délégation. Et puis ensuite tu vas mettre en œuvre le feedback. Et le feedback, c'est un petit peu... Alors c'est un modèle, c'est une manière de parler avec ton collaborateur des performances. Il y a 2 types de feedback. Le feedback d'ajustement ou le feedback négatif, et le feedback positif ou feedback d'encouragement, on va dire, ou de renforcement. Et donc, pourquoi cet outil ? Pourquoi on a besoin de ça pour parler de performance ? Parce que très souvent, en fait, naturellement, et c'est parce qu'on nous a appris à faire comme ça, on a 2 tendances qui sont absolument destructrices dans l'entreprise. On a une première tendance qui est de jamais évoquer un problème avant qu'il soit grave. C'est-à-dire que notre première tendance, c'est de dire bon, il m'énerve,
il fait pas comme je voudrais, mais bon, je vais pas l'embêter avec ça. On va pas en faire un fromage. On va pas en faire un fromage. Sauf que c'est rarement la bonne solution pour que la situation évolue dans le bon sens. Et donc, ce qui va se passer à la fin, c'est que tu vas lui tomber dessus et tu vas crépir les murs. Lui, il va pas comprendre ce qui lui arrive parce qu'il n'a pas été prévenu. Et en fait, ce sera tellement violent qu'en fait, il sera comme ça devant toi et qu'il va plus prendre la charge émotionnelle et en fait, il va rien intégrer dans sa manière d'agir de tous les jours, etc. Moi, l'analogie que je prends, qui est assez simple, c'est t'es dans ta voiture sur une ligne droite, regarde tes mains, elles sont pas fixes, enfin ton volant n'est pas fixe, t'es toujours en train de faire des petites corrections, parce que si tu fais pas de petites corrections, en fait, tout doucement, ta voiture va se décaler, elle va commencer à mordre dans le bas-côté, elle va arriver dans le fossé, et là tu vas faire un grand coup de volant et tu vas abîmer ta voiture, tu vas prendre des risques, etc. Avec un collaborateur, c'est exactement la même chose. Il faut être capable de le remettre sur la route ou de lui dire bah c'est bien, t'es sur la route très régulièrement. Donc de l'alimenter en communication, en information sur sa performance, parce que c'est quand même ton job de manager. Donc la première tendance, c'est ça, c'est de dire bon, le problème, on verra. Non, c'est pas la bonne solution. Et puis le deuxième gros défaut qu'on a, bah, c'est d'être dans notre système, comme nous l'a appris l'école et peut-être nos parents, et comme on nous l'a un petit peu appris dans l'entreprise quand on nous a donné un poste de manager avec de l'autorité, de dire tu as le pouvoir de sanctionner ou de récompenser les gens. Or, c'est un système qui fonctionne mal parce qu'il est basé sur le passé. C'est-à-dire que quand t'engueules quelqu'un comme du poisson pourri ou tu lui mets une sanction violente, en fait, tu es complètement dans la punition, c'est-à-dire tu reviens sur quelque chose de négatif qui a été fait et en fait, tu expliques ce qui arrive maintenant avec ce qui s'est passé dans le passé. Et le modèle feedback, il fait exactement l'inverse. Effectivement, il cite ce qui s'est passé, il en indique l'impact positif ou négatif sur l'entreprise et surtout, il débouche vers de la confiance envers le collaborateur en lui disant, tu vois, ça faut que ça évolue, etc., etc. Donc, je vais pas rentrer dans le modèle du feedback, mais ce que je peux dire, c'est que moi, quand on me dit oui, la bienveillance en management, c'est très important, ok, qu'est-ce que ça veut dire ce truc? C'est comme la confiance. Oui, il faut avoir confiance. Ok, ça veut dire quoi concrètement? Parce que la confiance n'existe pas à l'état naturel, il faut la créer. Comment on la crée? La bienveillance, c'est pareil. C'est quoi la bienveillance? Si on n'a pas la même définition, le jour où je vais te faire un feedback négatif en disant, tu sais, ça, il faut que ça change, tu vas peut-être trouver ça très malveillant. Or, en fait, ce que je serais en train de faire, c'est au contraire te montrer que j'ai confiance en toi parce que je sais que tu as les ressources pour évoluer. Et donc, une définition de la bienveillance, pour moi, c'est de dire de manière positive des choses négatives. Parce qu'il faut les dire. Il faut avoir le courage de les dire, et après, il faut avoir la manière de les dire. Oui, mon associé cofondateur dit tout le temps qu'il faut pas confondre bienveillance et complaisance. C'est ça, voilà. Je suis d'accord, mais encore une fois, c'est une phrase. Moi, j'aime bien mettre derrière un outil. Donc, comment tu fais alors, on a d'autres outils. J'ai outil du manager, courbe en queue de cochon, que je vais pas détailler ici, mais tapez outil du manager, courbe en queue de cochon, vous comprendrez ce qu'on veut dire. C'est que voilà, globalement, ce qu'on veut, c'est que nos collaborateurs progressent, mais on sait que la progression, c'est jamais une ligne droite. Et on est là, nous, managers, pour les remettre dans la ligne droite, régulièrement, en toute bienveillance. Si on fait un petit raccourci que je résume, donc le système outil manager, c'est à la fois une vision du management qui vise à créer de l'autonomie en construisant étape par étape, d'abord de la confiance, en parlant de performance, en développant les compétences et en déléguant un maximum de choses. Pour ça, il y a des outils, les basiques qui sont le 1 à 1, le feedback, le coaching, la délégation, mais aussi effectivement les outils de communication, le A3, la courbe en queue de cochon, et plus le temps passe et plus tu enrichis le catalogue. Oui. En fait, c'est partir du. Excuse-moi, je t'interromps parce que je voudrais pas que ça paraisse trop touffu et confus. En fait, le postulat de base, c'est qu'en fait, pour être un bon manager,
en fait, on a trop ancré dans notre esprit qu'être un bon manager, c'est être doué avec les gens. En fait, être un bon manager, c'est avoir un bon système de management. C'est avoir construit un bon système de management. Et les fondamentaux de ce système, tu viens de les évoquer tout à fait parfaitement, c'est ceux-là qu'il faut mettre en place en premier. C'est pas très long. Si on le fait dans l'ordre, ça prend un mois et demi. Après, les effets sont immédiats. Hein. C'est-à-dire, tu mets un 1, tu sens tout de suite qu'il y a quelque chose qui a changé au bout de 3 semaines. Hein. Mais voilà, en un mois et demi, tu peux mettre ça en place. Et après, tu supercharges ton système. C'est-à-dire que si en plus, tu apprends avec la méthode DISC à comprendre qui tu as en face de toi et à adapter tes 1-1, tes feedbacks, etc., alors tu tires encore plus de bénéfices du système. Mais il faut commencer par mettre le système en place. Sinon, ça fonctionnera pas. Mais du coup, ça nous amène à un truc que tu évoquais, qui est très important, je crois, qui était, tu dis, on a trop tendance à croire qu'être un bon manager, c'est être doué avec les gens. Ce que j'entends, c'est que du coup, être un bon manager, c'est d'abord un sujet de savoir s'y prendre, de savoir faire, qui s'acquiert. C'est de la formation, c'est du travail, c'est les bons outils. Et ça m'amène à une question qui est parce que on a une très grosse tendance, au moins en France, je sais pas si c'est partout ailleurs, mais enfin moi je l'ai beaucoup observé dans plein d'entreprises, qui est à nommer comme manager le bon technicien, le meilleur développeur devient manager de l'équipe de développement, le meilleur commercial devient manager de l'équipe commerciale, etc. Il y a une dizaine d'années, je constatais que ça marchait pas bien, et j'avais tendance à dire c'est parce qu'on choisit pas les bonnes personnes, et il y en a qui sont pas faits pour ça. Peut-être que en fait c'est pas une question qu'ils sont pas faits pour ça. Enfin, c'est sûr qu'ils sont pas bien préparés, pas bien formés. Entre-temps, je l'ai vu même dans mes équipes. On a mis en place l'outil du manager. Mais est-ce que pour autant, tu crois qu'il y a quand même quelque chose à faire dans le choix, ou est-ce que n'importe quelle personne peut être un bon manager, et est-ce que ça veut dire que du coup il faut prendre le meilleur de l'équipe pour en faire un manager? C'est deux questions en une. C'est une bonne question, et j'ai envie de te répondre, l'idéal c'est d'avoir les deux. Je veux dire, pour être clair, si la personne est capable d'apprendre et a la volonté d'apprendre le management, et qu'en plus c'est un très bon expert, ça ira, il aura à la fois la reconnaissance et la confiance de ses collaborateurs, parce qu'il connaît très très bien leur domaine. Est-ce que ça veut dire qu'il faut à chaque fois nommer le meilleur expert de l'équipe? Je crois pas. Moi, je pense que tu veux un bon manager, tu mets en place un bon manager. Maintenant, ma conviction absolue, c'est que n'importe qui peut mettre en place le bon système de management s'il a compris comment ça marchait, s'il a envie de le mettre en place et s'il a les bons outils. Ça, c'est ma conviction absolue. Après, est-ce que certains deviendront meilleurs que d'autres en management? Évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que le niveau nécessaire pour être manager, il est assez facile à atteindre à partir du moment où tu as le bon outil et où tu y mets la bonne intention. Maintenant, je vais quand même revenir sur ce que tu dis parce que c'est important. Il y a un changement de mindset qui doit se faire dans la personne qui est nommée à un poste de management. C'est-à-dire qu'effectivement, en général, dans les entreprises, la tendance du dirigeant, ça va être de dire « Ah machin, c'est le meilleur vendeur, on va le mettre chef des ventes. » Du coup, machin, ancien vendeur, nouveau chef des ventes, il constate que ce qui l'a amené à ce poste honorifique, peut-être mieux payé, c'est sa compétence de vendeur, ou son expertise de programmeur, ou son expertise de comptable, etc., etc. Et donc, l'erreur que machin ne doit pas faire, c'est de continuer à compter sur cette compétence pour établir son autorité auprès de ses collaborateurs. Ça veut dire que ce qui vous a amené ici ne vous amènera pas plus loin qu'ici. Il y a une culture dans les entreprises qui est de dire
dès que j'ai un mec qui est meilleur, qui surperforme par rapport aux autres, ça veut dire qu'il peut être chef. C'est totalement absurde, puisque c'est pas le même métier de manager et de vendre, hein. Mais en tout cas, elle existe. Et donc, il y a 2 pièges dans lesquels ce manager va devoir ne pas tomber. C'est le piège de l'autorité hiérarchique, qui est un cadeau empoisonné, et le piège de l'autorité de compétence. Il va devoir s'efforcer de ne s'appuyer sur aucun de ces 2 pouvoirs. Il y a 3 pouvoirs dans l'entreprise. Le premier pouvoir, c'est la hiérarchie. Le deuxième pouvoir, c'est la compétence. Et le troisième pouvoir, c'est l'influence. Et tout ce qu'on dit quand on parle des 4 outils dont je viens de parler tout à l'heure, c'est que c'est le troisième pouvoir qu'il faut utiliser. Pourquoi ? Autorité hiérarchique, c'est-à-dire de dire, attends, t'as vu mes barrettes, t'as vu mon pouvoir, si je veux, je peux te virer, je peux te sucrer tes congés, et je peux te récompenser. Ça marche pas. Ça marche pas parce que plus tu vas dire à quelqu'un, tu dois m'obéir parce que je suis ton chef, moins il va avoir envie de t'obéir, et moins surtout il va considérer que tu es légitime, puisqu'en permanence, tu dois faire appel à une autorité tu n'as pas générée toi-même, qui t'a été donnée par l'entreprise. D'ailleurs, le mot de supérieur hiérarchique, il est absolument destructeur en France. C'est pas parce que tu diriges machin que t'es supérieur à machin. C'est pas vrai. C'est juste que t'es à un autre poste que lui qui consiste à coordonner, à animer, à faire progresser ton équipe. Pas la même chose, c'est pas un supérieur. Donc, c'est le cadeau empoisonné. C'est ce qu'on t'a fait croire quand t'as nommé manager, on t'a dit, t'as une barrette, donc t'as du pouvoir, donc tu sauras manager. Et c'est juste faux. C'est-à-dire que c'est comme la menace nucléaire, je le dis souvent, faut jamais l'utiliser ou vraiment en dernier recours. Évidemment que ça fait partie de ta palette de manager que de pouvoir virer quelqu'un. Mais c'est pas avec une bombe atomique que tu vas gérer les relations avec tes collaborateurs. Par moment, tu devras en faire usage le moins possible. Le pouvoir hiérarchique, c'est celui qui s'use quand on s'en sert, donc on s'en sert le moins possible. Ça, c'est le piège le plus évident. Et en plus, c'est vraiment le pouvoir qui est de plus en plus remis en cause dans les entreprises, et en particulier par les jeunes, etc., etc. Donc, ouais, et ça m'amène un truc qui est exactement comme la dissuasion nucléaire. Les dommages ou les conséquences sont tellement terribles que du coup on l'utilise pas. Ouais. Et moi j'ai vu beaucoup de managers ou de chefs d'entreprise qui se retrouvent finalement désarmés. La seule arme qu'ils ont, c'est le pouvoir hiérarchique, c'est la sanction, et du coup, comme on l'utilise pas, on est dans le laisser-faire. Et il y a cette espèce de vide abyssal quand on est, parce que le pouvoir hiérarchique, il est un peu binaire, quoi. C'est je m'en sers ou je m'en sers pas. Il n'y a pas tellement de gradation entre les deux. Alors les juristes vont te dire que si, il faut faire des avertissements. Moi, je sais qu'à chaque fois que dans ma carrière, j'ai envisagé de faire un avertissement, ça a tout de suite tellement l'air d'être un truc énorme que on n'y a pas recours, quoi. Tu vois l'énorme différence entre ce que tu viens de dire et le feedback que j'évoquais tout à l'heure. Voilà. C'est du quotidien, enfin c'est pas du quotidien, mais voilà, ton autorité, en fait, elle s'installe à travers la confiance que tu vas générer dans les 2 sens. Donc, en fait, alors après, je veux être clair. T'as un salarié qui fait une erreur professionnelle, une agression, ou vraiment un salarié qui est complètement... après, tous les cas sont envisagés, évidemment, hein, mais une fois que tu as fait 10 feedbacks à quelqu'un et qu'il te dit « Non, mais tes feedbacks, voilà », évidemment que tu vas sortir tu vas juste écarter le pan de ta veste et tu vas montrer que tu as quand même un revolver, puis que tu pourrais bien un jour l'utiliser quand même. Voilà. Mais voilà, première grosse erreur du nouveau manager nommé, voire même... Enfin, c'est pas une question d'âge d'ailleurs, c'est une question d'usage. Excès d'autorité. Souvent, ça c'est un manager qui est déstabilisé, qui n'arrive pas ou à l'inverse, c'est ce que tu dis, pas de forme d'influence en fait finalement. Laissez faire. Non, mais moi je manage à la confiance, etc., etc. Ouais. Sauf que voilà, encore une fois, manager à la confiance. Ok, d'accord, ça veut dire quoi ? Comment tu mesures la confiance ? Donc première erreur. Et la deuxième erreur, c'est celle que tu évoquais, c'est autorité de compétence. Donc autorité de compétence, c'est
quand tu accèdes à ton poste de manager, c'est là où tes collaborateurs et même ta direction, tu le disais, vont essayer de te challenger en disant ouais, mais est-ce qu'il peut m'expliquer comment on travaille à moi qui travaille depuis 20 ans dans le domaine? Bah non, parce que c'est pas son job. C'est pas son job que d'expliquer comment tu dois travailler. Son job, c'est d'expliquer pourquoi tu dois travailler et pour obtenir quoi. Et donc, ça, c'est le piège plus insidieux du nouveau manager, surtout si c'est un manager qui a été nommé parce que c'était le meilleur expert de l'équipe. Il doit réussir à se dire, moi, mon job maintenant, c'est qu'ils deviennent tous meilleurs que moi, chacun dans son domaine. En fait, si tu essayes en permanence d'être le meilleur de ton équipe, tu vas droit au burn-out. Ou tu vas retomber dans l'autorité de compétence, tu vas empêcher tes collaborateurs de progresser, parce que tu ne pourras pas être au même niveau qu'eux. Donc ça, c'est du mauvais management, c'est du management négatif. C'est-à-dire que oui, tu vas garder une certaine forme d'expertise qui t'a permis d'accéder à ton poste, une certaine forme de connaissance de l'environnement, mais au lieu d'avoir une expertise verticale, tu peux pas avoir 15 expertises verticales, c'est-à-dire très en profondeur. Tu vas avoir une expertise horizontale, c'est-à-dire que tu vas comprendre de quoi on parle, ça c'est important et c'est normal. Mais ça n'a rien à voir avec l'expertise que tu avais avant. Voilà, pour poser le truc, moi je me mets toujours tu vois, je donne des conseils aux managers, donc je dis oui, vous risquez d'être nommé manager parce que vous avez la compétence, mais en fait, va falloir très vite changer votre manière de penser et utiliser votre force d'influence. Donc, maintenant, je me remets dans la peau du dirigeant qui dit, je dois nommer quelqu'un pour diriger ce truc-là. Soit tu nommes la personne qui a déjà montré qu'elle était manager capable d'animer par exemple des projets, etc., sans être fortement l'experte, ou soit effectivement tu dis cette personne-là, je vais la former et donc je vais la faire rentrer dans un processus où elle va apprendre le métier de manager. Franchement, les deux fonctionnent. Parce que souvent, quelqu'un qui est considéré comme un très bon manager, il n'a pas toujours un très bon système de management. Un bon système de management, je le rappelle, c'est un système qui permet d'obtenir de la rétention et des résultats. Parfois, quelqu'un qui est, je dirais, quelqu'un de très charismatique ou qui est vraiment quelqu'un qui voilà, tu dis lui il est doué avec les gens et puis il brille, etc. Tu dis je vais le mettre à un poste de management, puis finalement il crame son équipe. C'est-à-dire que finalement il ne laisse jamais briller. Et le but d'un manager, le podcast qui a été le plus écouté sur Outils Manager, c'est faites de vos collaborateurs des héros. En fait, finalement, le meilleur manager, c'est celui qui réussit ça. Oui, et puis ça m'évoquait un truc en creux, c'est que certes, tout le monde peut apprendre le management, mais il y a peut-être des collaborateurs qui sont des très bons dans leur métier et dont l'aspiration est de devenir toujours meilleur, et pour qui devenir manager, ça va vouloir dire peut-être renoncer, et peut-être d'ailleurs que pour l'entreprise, ça veut dire aussi se passer du meilleur vendeur, du meilleur programmeur, du meilleur technicien de bureau d'études, et s'il a, lui, l'aspiration, l'envie, ce qui nous renvoie d'ailleurs à un vrai sujet qui est dans... Alors, nous, on est des patrons de PME, donc on a moins ce problème-là, mais dans les grands groupes, il y a beaucoup ce problème des grilles de salaire, où pour avoir une évolution de salaire et de responsabilité, il faut prendre des postes de management et implicitement, du coup, renoncer à sa carrière d'expert, quoi, ce qui est un peu dommage. Ce qui est dommage et ce qui est, je dirais, pour moi, ce sont des métiers différents. Donc oui, tu peux avoir des managers extrêmement recherchés, très bien payés. Moi, je pense que la compétence management, avec l'émergence de l'intelligence artificielle, etc., ça va vraiment être une compétence qui est de plus en plus recherchée, qui justifiera un salaire probablement différent. Après, moi, je vais te citer une anecdote simple qui m'est arrivée dans ma vie professionnelle. J'avais mis un de mes vendeurs responsable, directeur commercial. Et puis un jour, au 1 à 1, je lui dis non mais là,
comme vous êtes moins sur le terrain, que vous avez de plus en plus de choses à faire en termes de coordination d'équipe, etc., etc., et puis que le marché nous demande cela, je pense que faut que vous pensiez à recruter dans votre équipe, parce que ils sont plus assez nombreux, etc., etc. Il me regarde, il me dit rien, il me dit je vais réfléchir. J'ai dit oui, si vous avez quelqu'un en tête, n'hésitez pas à m'en parler dans votre environnement, peut-être chez un client, un concurrent. Et puis là, un d'après, il me dit c'est bon, je l'ai la personne. Je dis c'est qui? Il me dit c'est moi. Dis-moi, je préfère la vente et le terrain, etc. Et c'est pas une question de salaire. Bon, enfin, en plus chez moi, c'est pas parce que t'es manager que t'es mieux payé que ton vendeur. Il y a pas ce genre de choses, mais voilà. C'est tout. C'est clair. Le mec, il a compris que finalement le management c'est pas trop son truc. Je respecte parfaitement. Oui, c'est intéressant parce que moi j'ai une de mes managers qui il y a 15 jours m'a dit que effectivement elle préférait revenir dans son équipe où elle a le sentiment qu'elle aura alors elle est pas manager, enfin elle est manager, ça lui occupe pas son temps plein, c'est-à-dire qu'elle a aussi un rôle de contribution, Oui. mais elle a envie de faire 100% de contribution parce qu'elle y voit plus d'épanouissement, elle a le sentiment d'apporter plus de valeur là-dessus. Aujourd'hui, il y a des choses qu'elle renonce à faire en termes de contribution parce qu'elle garde du temps pour les autres en management, et ça a été une période dans sa carrière et elle veut rechanger. Donc ça, c'est l'avantage des PME, c'est qu'on est sans doute un peu plus pragmatique, un peu plus flexible. Alors, tout de suite, je voudrais tuer un mythe. Moi, je connais personne qui fasse. Je suis peut-être presque dans ce cas-là, moi, aujourd'hui, mais je connais très très peu de gens qui font que du management. Ça n'existe pas. Ça, c'est un mythe, encore une fois. C'est je deviens manager, donc j'ai plus de contribution. Ben non, ça se passe pas comme ça. Et je dirais que pour faire du bon management, je l'ai dit souvent, c'est 10% de ton temps. C'est les 10% très importants, mais ça peut être 10% de ton temps. Si par management, j'entends la relation avec ton équipe, le moment où tu fais du feedback, où tu fais du management. Et d'ailleurs, très souvent, le problème du manager, c'est de compartimenter son temps entre trois choses, la stratégie, la contribution individuelle et le management. Alors ça dépend du nombre de personnes qu'il a, parce que moi qui interviens dans différentes grandes entreprises, je croise des managers qui ont, pour certains, 20 collaborateurs en direct, et pour le pire, 60. Alors, tu vois, alors justement... À 60, tu te demandes comment tu fais du management, quoi. Tu fais pas de management à 60. Moi, j'ai parlé du 1 à 1 parce que, tu vois, tu me tends la perche, donc je vais quand même le dire. Le 1 à 1, ça paraît un truc tout simple, un truc tout con. C'est un moment où tu rencontres ton collaborateur, etc., etc. Mais en fait, le 1 à 1, c'est ultra structurant pour une boîte. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ça met en lumière le manque en fait, l'absence de système de management. Quand tu n'arrives pas à mettre en place tes 1 à 1, genre ton exemple, tu lui dis pour faire du bon management, il faut que tu passes une demi-heure avec chacun de tes 60 collaborateurs chaque semaine. Et là, il te dit mais non, c'est impossible. Et tu lui dis mais ton collaborateur, il a besoin de cette demi-heure. Oui, mais moi, je peux pas la lui donner. Et là, tu lui dis, en fait, cette demi-heure, c'est 3,5 jours par an. Si t'es pas capable de donner 3,5 jours par an à quelqu'un qui va travailler pour toi, t'es pas crédible. Ça marchera pas. Et donc, on voit que le 1 à 1, c'est vraiment un outil très puissant parce qu'il permet aussi de structurer ton entreprise. Tu vas partir du principe que dans ton entreprise, tu vas plus regarder côté manager en disant attention les managers, il faut que vous fassiez tous un à un. Tu vas dire attention les collaborateurs, il faut tous que vous ayez un à un, une fois par semaine, avec votre manager. Et là, tu vas commencer à être obligé de structurer ton entreprise. Parce que il y a un autre outil qui s'appelle la loi des relations
exponentielle, qui est pas vraiment exponentielle, il paraît, mais enfin bon, qui dit que une équipe, c'est 8 personnes. Et qu'une entreprise, à chaque fois qu'elle commence à avoir des équipes qui passent à 10 personnes, en supervision, hein, à 10 personnes, 12 personnes, etc., elle commence à avoir une déperdition de productivité. Il y a une friction de communication qui se met en place, qui fait qu'en fait, c'est plus humainement gérable. Et donc, les deux lois du 1 à 1, c'est 1, il faut que tout le monde ait un 1, et 2, une cellule, c'est 8 personnes. Bah, là, tu commences à te dire, ah, ça y est, là, en fait, mon système de management, c'est plus seulement un moyen que le manager soit en contact avec ses collaborateurs, etc. C'est ce qui va structurer, en fait, toute la forme de mon entreprise. Et c'est ce qui va faire qu'elle peut croître. Quand tu dis, tu vois les grandes boîtes et puis les petites boîtes, elles sont plus pragmatiques. Mais non. Ce qui est pragmatique, c'est d'avoir des cellules humaines, que ce soit une grande boîte ou une petite boîte. À partir du moment où ce sont que des groupes de 8 personnes ou 10 personnes éventuellement, mais ça va être le système le plus réactif et le plus adaptable, le plus antifragile possible. Et donc, cet petit outil qui est le 1 à 1, en fait, tu te rends compte que la puissance de cet outil, elle est énorme. Parce qu'en fait, elle conditionne tout, et c'est pour ça que je dis que c'est un système de management. Il gère le quotidien des gens, mais en même temps, il structure l'entreprise. Évidemment, ça suffit pas de dire il faut que ce soit des cellules de 8 personnes. Hein. Le 1 à 1 a des règles, et ça fonctionne, et ça veut dire que tout le monde, finalement, dans l'entreprise, se retrouve interconnecté. Alors ça me soulève une question, j'allais dire par procuration, parce que beaucoup d'entreprises que j'ai vues qui ont comme ça énormément de collaborateurs en dessous du manager invoquent un sujet qui est de dire ah oui mais on veut pas démultiplier le nombre de niveaux hiérarchiques. C'est-à-dire que si effectivement on fait des petites équipes et parfois d'ailleurs ils sont arrivés à ça en ayant supprimé des niveaux intermédiaires. Ouais. Et mais en disant, sinon, on a une entreprise qui devient bureaucratique parce qu'il y a je sais pas combien de couches pour faire circuler l'information avec de la déperdition à chaque fois de temps, d'énergie. Bah, ouais. J'ai souvent entendu ça et moi je dis, mais c'est parce que votre manière de construire votre organigramme, c'est probablement une manière en silo. C'est ça qui fait qu'une entreprise est bureaucratique. C'est à partir du moment où, au lieu d'organiser ton entreprise en cellules, et donc en unité avec des responsabilités, des missions, et puis à l'intérieur de marchés, etc. Si à la place de ça, bah, tu fais des silos, genre ça c'est la logistique, ça c'est le service client, et à l'intérieur, je peux jamais avoir des cellules de moins de plus de 8 personnes. Oui, tu vas créer une horrible bureaucratie, mais c'est pas ce que je dis. Hein. Ce que je dis, c'est que les cellules, ensuite à l'intérieur, ce sont des personnes qui peuvent représenter différentes fonctions de l'entreprise. Oui. Par exemple, sur un marché, ta cellule, ça va être un commercial, une administrative, un logisticien, etc., etc. Ça c'est autre chose. En fait, là, on confond deux choses. C'est-à-dire, on se dit, bah, si je supprime tous les niveaux hiérarchiques, je vais augmenter la qualité de la communication. Mais en fait, en faisant ça, on fait des monstres. Où en fait et où il y a plus de communication, puisque si j'en ai 60, je les vois jamais, quoi. Mais exactement. En fait, tu n'auras plus de. D'ailleurs, c'est pas forcément des managers. Hein. Quand tu crées des cellules, tu peux choisir qu'ils aient pas le pouvoir complet du manager. Tu peux dire c'est des relais de communication. Et donc, ton client qui dit bah ouais, mais moi j'ai 60 personnes et j'ai pas le droit de nommer des managers, il y a rien qui lui interdit de créer des relais de communication. C'est-à-dire des personnes qui vont faire des 1 à 1, etc., mais qui vont pas forcément décider des congés, enfin, tu sais, de toutes les attributions. Oui, c'est exactement d'ailleurs ce vers quoi on tend. Bah, c'est sûr, il y a pas, c'est impossible. Humainement, c'est impossible. J'ai 60 personnes, bon, bah, comment je crée 6 groupes de 10 personnes ou 10 groupes de 6 personnes avec chacun son tour un porte-parole pour le groupe que je rencontrerai au cours de 1 à 1 et éventuellement avec une rotation dans le groupe. Et en fait, c'est là où je veux en venir, c'est que quand tu fais ça, bah, tu as affranchi le rôle de relais de communication de l'autorité hiérarchique et de l'autorité de compétence. Ça devient un relais de communication. Tu dois recréer des nœuds, enfin, oui, un peu des nœuds de communication dans une entreprise où il y a beaucoup de... Des points de connexion. C'est ça. Ouais.
Bon, je vois que l'heure tourne pas mal. Du Ouais. coup, toi, tu as 22 ans d'expérience. Donc là, on a fait un beau chapitre sur sur le management et on va pas refaire 12 ans de podcast de outils du manager en 1 heure. J'aimerais bien qu'on arrive à condenser tout ça, mais je crois que c'est un peu illusoire. Et en même temps, heureusement, ça veut dire qu'il y a une énorme richesse à aller chercher sur ton site, sur ton podcast, dans tes formations. Donc moi, je fréquente beaucoup j'allais dire des jeunes entrepreneurs ou des jeunes dirigeants. Ils sont pas toujours, enfin moi, tu vois, j'ai un peu de cheveux blancs, mais ils sont pas toujours jeunes en âge, mais qui débutent, qui ont créé leur entreprise, ou parfois qui l'ont fait déjà il y a 5, 6, 7 ans, mais qui ont été portés sur une espèce de vague, et puis au bout d'un moment, on atteint un mur, un plafond de verre, ça n'avance plus. Et c'est là où c'est aussi intéressant de regarder l'expérience de quelqu'un comme toi qui a subi, traversé, affronté plein de difficultés, grandi. Est-ce que au-delà de ta première, tu nous as parlé tout à l'heure de ton premier mur qui a été cette difficulté à faire advenir ta vision concrètement et constater que les gens au final, t'avais beau avoir l'impression de s'être mis très d'accord sur ce que t'attendais, au bout du bout les résultats étaient pas là. Si tu te retournais sur ton passé et que tu conseillais le jeune Cédric qui avait 30 ans, quelles sont je sais pas, peut-être les trois erreurs que tu as fait dans ce parcours et que tu referais pas aujourd'hui ou que tu conseillerais de ne pas de traiter autrement? Alors, je vais te répondre effectivement sur mon expérience, mais aussi sur ce que je rencontre fréquemment chez les dirigeants. 3. Alors, je dirais Ouais, que... s'il y en a 4, je te fais cadeau, hein, y a pas de souci. D'accord, c'est gentil. Et je dirais que la première chose, c'est de croire qu'avoir la bonne vision, ça suffit. Ça, c'est la première erreur que j'ai faite dont j'ai parlé tout à l'heure. On a tous connu ça. Tu rencontres un consultant parce que t'as pas de résultat dans ta boîte et il te dit bon, on va redéfinir la mission de votre entreprise. Et donc tu bosses pendant 2 jours avec lui sur créer la vision d'entreprise, où on va patati patata. C'est aussi le thème, par exemple, d'un TEDx qui est super, hein, que tu as dû voir qui a été fait par Simon Sinek ou Sinek, Oui, je sais pas comment on dit. Start with Why. Voilà. Et moi, je dis, pour me moquer un peu, parce que je trouve que ce qu'il dit est tout à fait vrai, mais voilà, c'est pas mon angle. Je dis don't start with why. Pourquoi? Parce qu'en général, ce qui se passe, tu définis ta vision, et c'est moi ce qui m'est arrivé un nombre incommensurable de fois, et c'est ce que je vois dans les groupements d'entrepreneurs, c'est de se dire c'est la vision qui est importante. Et c'est vrai que c'est la vision qui est importante. Le problème, c'est qu'une fois que tu as défini ta vision, que le consultant est parti, tu fais quoi? T'as pas mis en place la mécanique qui va faire que la vision va s'exécuter. Et donc, moi, c'est pas du tout mon approche quand je rencontre un entrepreneur ou un manager d'ailleurs. Moi, je lui dis don't start with why. Je lui dis tu vas procéder à l'envers. Tu vas pas commencer par une approche top-down, comme on nous suggère en général de le faire quand on est un consultant. Tu vas faire une méthode bottom-up. Et je vais te dire 2 choses qui correspondent à ce bottom-up. Mais première chose importante, le dirigeant, la première chose qu'il doit faire, c'est se créer du temps. Parce que déjà, si t'as pas de temps, ta vision, c'est même pas la peine. Il faut donc que ton système te libère du temps. Et c'est pour ça que je parle de management compartimenté au niveau du temps, etc. Ensuite, il faut que tu mettes en place ton système de management de base. Parce que tu vas pas pouvoir te créer du temps si t'as pas confiance dans ce qui se passe dans ta boutique quand tu n'y es plus. Et je vais y revenir parce que ça, c'est important. C'est la deuxième erreur, mais je vais y venir tout à l'heure, c'est travailler trop dans sa boîte et pas assez sur sa boîte. Une fois que tu auras fait ça, là, tu vas pouvoir créer ta vision. Une fois que tu auras fait ça. C'est-à-dire qu'une fois que tu te seras créé du temps, c'est-à-dire que tu auras un peu calmé, parce qu'on ne peut pas travailler sur une vision quand on travaille 10 heures par jour, les week-ends compris.
Et puis surtout, on n'a pas de marge pour la construire après, pour la mettre en œuvre. Voilà. Et en plus, t'as pas le système. C'est-à-dire que, oui, t'auras la carte, et puis c'est comme si, moi j'aime bien quand les roues touchent encore une analogie avec les voitures. Je suis un peu obsédé avec ça, il faut croire. Mais voilà, il faut qu'à un moment, ton système fasse que tes roues touchent le bitume. Sinon, t'auras une vision, puis tu seras frustré. Puis tu trouveras que tes collaborateurs sont tous des imbéciles, ils comprennent pas ta vision, etc., etc. C'est juste que t'as pas le bon système de management. Donc, première chose importante, croire qu'avoir la bonne vision, ça suffit. Non. Avant d'avoir la bonne vision, il faut avoir un bon système de management. Je vais te dire un truc un peu extrême. Je pense qu'une entreprise avec une bonne vision, mais avec le mauvais système de management, elle ne réussira jamais. Alors qu'une entreprise qui a un bon système de management, mais qui est un peu défaillante en termes de vision, elle aura plus de chances de réussir. Je pense qu'on peut compenser un manque de vision avec un bon système de management. Pourquoi ? Pourquoi je dis ça ? C'est la deuxième chose qui m'intéresse dans la vision. C'est que là aussi, tu peux être bottom-up. C'est-à-dire que toi, t'es chef d'entreprise, t'as créé un truc qui marche. Ça plafonne, mais ça marche. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ta vision, elle existe déjà. Elle est juste pas révélée. T'as déjà, ou on va dire, t'as déjà au moins une culture d'entreprise. La culture d'entreprise, c'est pas ce que tu mets sur ton site web, c'est pas ce que tu mets dans tes plaquettes. La culture d'entreprise, c'est la somme des comportements qui ont lieu dans ton entreprise. Et donc, plutôt que d'aller chercher la vision avec un consultant, pourquoi tu pars pas de ce que tu sais faire et de comment on le fait dans la boîte ? Et moi, je crois beaucoup plus à une culture émergente. Et il y a une méthode, récemment, moi j'ai ajouté un petit outil super simple à utiliser qui s'appelle Culture Match dans la formation sur le recrutement, parce que cette culture, faut l'alimenter, et donc c'est bien de connaître ta culture avant de faire ton recrutement. Et puis je l'ai ajouté aussi, je crois, oui, dans les entretiens de fin d'année, c'est-à-dire comment tu mesures que ton collaborateur il est bien dans ta culture. Déjà, pour pouvoir le mesurer, il faut que tu connaisses ta culture. Est-ce que tu as envie de renforcer ou de calmer dans la culture ? Donc, voilà, je dis don't start with why, commence par mettre en place un bon système de management. Je dis pas forcément tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, de A à Z, mais au moins le système des 1 à 1, parce que ça va t'obliger de structurer, ça va te permettre de compartimenter ton temps, et donc tu seras plus en permanence avec tes équipes, et donc tu vas dégager du temps, et là tu pourras réfléchir à ta vision, etc. Donc la première erreur, c'est ça, je pense, je trouve. Surtout chez les managers dont tu parles, qui sont plutôt des jeunes managers et plutôt des gens qui ont déjà la conscience qu'il faut prendre le temps de se former. Tu vois, un autre gros défaut des dirigeants d'entreprise, mais je dirais peut-être un peu plus âgés, peut-être plus notre génération, c'est de pas prendre le temps de se former au management. Croire que c'est inné, avoir honte de pas savoir, ou bien attends, je suis le patron, tu vas pas apprendre à manager, ou croire que non, je suis le patron, je suis pas manager, moi je suis leader, ou de lire des livres mais jamais mettre en application. Ça pour moi, je l'aurais cité, si tu veux, dans les grosses erreurs. Mais là, tu m'as parlé plutôt d'un autre type de chef d'entreprise. Donc, de trop croire que la vision va tout résoudre, alors que non, ce qui résout tout, c'est le système de management. Après, si tu as un bon système de management, et qu'en plus tu injectes une vision d'enfer dans ton truc, ça va cartonner. Mais le système d'abord. Ensuite, la grosse erreur que tu disais tout à l'heure, de toute façon la question a été la réponse est incluse dans la question, c'est être en permanence dans sa boîte, c'est-à-dire travailler trop dans sa boîte et pas travailler assez sur sa boîte. En fait, la situation que tu me décris, c'est un dirigeant qui a créé son propre piège. C'est pour ça que j'appelle ça une boîte. C'est qu'il est enfermé dedans. On dit souvent la boîte, c'est parce qu'on est enfermé dedans. Et en fait, et c'est normal, quand on est dirigeant, qu'on reprend une entreprise ou qu'on la crée, on est enthousiaste, on veut tout faire, et c'est bien de tout faire parce qu'on apprend tout, etc. Mais en réalité, il faut toujours se souvenir de la raison pour laquelle on est devenu chef d'entreprise. En général, on a une grande aspiration à la liberté, et c'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir de patron, puisqu'on a décidé d'être patron. Et puis, souvent, on a aussi une grande aspiration à la croissance, ou au développement, ou à la création de quelque chose. Et notre enthousiasme, notre énergie, font que, finalement, on va créer notre propre piège.
C'est-à-dire que c'est notre bébé, et donc on veut tout contrôler, tout faire, etc. Et c'est ce que j'appelle être dans la boîte. Et en fait, tu vas devenir en fait l'esclave de ta propre création. C'est-à-dire que ton but initial, qui était d'avoir plus de liberté, il y a un seuil où ça va s'inverser. Et en fait, ça va te créer moins de liberté. Et il y a quelque chose que je trouve effarant, c'est dans les communautés entrepreneuriales, c'est le nombre de dirigeants qui ont monté des boîtes, qui les ont développées, qui à un moment ou un autre, soit les ont plantées, soit les ont cédées, mais qui ont fait un choix d'aller vers des structures où ils n'ont plus de salariés. Oui. Et ça dit beaucoup quelque chose de leur expérience de dirigeants et de managers. Ah oui, ah oui. Alors que, en réalité, ce qui se passe, la situation que tu vis à ce moment-là, en fait, c'est toi qui l'as créée. Donc, il y a que toi qui puisse qui puisse l'inverser. Alors, juste 2 secondes. Le problème aussi, d'ailleurs, pour ces chefs d'entreprise-là, c'est que finalement, ils peuvent pas la vendre, leur boîte, en plus. Pourquoi ils peuvent pas la vendre? Parce qu'à chaque fois qu'ils sortent de la boîte, elle devient toute petite. Puisque ils sont le meilleur commercial de la boîte, le meilleur technicien de la boîte, le mec qui a des rapports avec tout le monde, etc., etc., en réalité, ils sont piégés 2 fois. C'est-à-dire, non seulement ils sont piégés à l'intérieur de leur boîte, mais en plus, quand ils veulent la vendre, c'est quand même, je veux dire, tu deviens chef d'entreprise, c'est pour créer de la valeur ajoutée, mais ceci pour créer des actifs futurs dont tu pourras bénéficier, ou qui pourront se pérenniser derrière, peu importe. Oui, c'est-à-dire que même si tu les vends pas, c'est la discussion que j'ai souvent avec les gens qui me disent « Oui, mais moi, mon projet, c'est pas de la vendre. » Je dis « Oui, mais tu veux qu'elle perdure. » Donc, de toute façon, un jour ou un autre, tu auras, même si tu la vends jamais, à un moment, tu auras envie de prendre ta retraite, et donc tu la passeras à quelqu'un d'autre, ou alors tu veux qu'elle disparaisse après toi. Donc, oui. Oui, tout à fait. Et tu vois, c'est même... Quand je dis quand tu sors de ta boîte, si elle devient plus petite, il y a un problème, mais c'est pas seulement pour la vente, c'est quand tu pars en vacances, c'est quand tu es chez toi ou que tu as envie de développer une autre boîte, ou même que tu as envie de développer ta boîte. Tu peux pas développer ta boîte si tu es dedans. Donc, pour moi, c'est la deuxième grande erreur, c'est à un moment de se rendre compte que on est devenu le goulot d'étranglement, ce qui limite la croissance de notre propre boîte. Et je dis souvent, une bonne boîte, en fait, et je le dis aussi pour le bon management, il s'observe en l'absence du manager. Et une bonne boîte, elle s'observe en l'absence du dirigeant. Il y a pas longtemps, très récemment, on m'a proposé de racheter une société, hyper rentable, sauf que j'achèterai jamais une boîte comme ça. Tu sors le dirigeant, elle vaut plus rien. Et donc, je reviens à ma culture d'entreprise. Une culture d'entreprise, c'est la somme des comportements qui ont lieu dans ta boîte, même quand tu n'y es pas. Et donc, ça doit être c'est absolument indispensable à un moment de se dire, bah, la clé pour le développement de ma boîte, c'est pas tout de suite la vision, c'est de créer à l'intérieur de ma boîte le système de management qui va me permettre de sortir de ma boîte. Parce qu'une fois que tu es sorti de ta boîte, de manière virtuelle, mais aussi physique, ben, tu peux la regarder de loin. Et tu peux te dire, tiens, qu'est-ce qu'on va en faire de cette boîte-là? Qu'est-ce que je vais faire? Et ça, c'est hyper intéressant. Et ça devient ta vision. Donc, deuxième erreur pour moi, c'est travailler trop dans ta boîte et pas assez sur ta boîte. Il y a une phrase, pour résumer ça, que j'aime bien, qui est une phrase de Michael E. Gerber, qui a écrit The E-Myth, qui dit, si tu travailles dans ta boîte, tu n'as pas une boîte, tu as un job. Oui. Voilà. J'adore ça. Je parle très souvent de ce bouquin, donc j'en profite, effectivement. Alors, il a été traduit en français très récemment, donc maintenant on peut lire le bouquin en français. Je l'ai toujours pas lu en français, donc je sais pas ce que vaut la traduction. En revanche, si on est à l'aise en anglais, le E-Myth Seminar sur Audible en livre audio, qui est donc en fait l'enregistrement de ces conférences ou séminaires pour chefs d'entreprise, là, est absolument extraordinaire, parce que le gars est truculent, il raconte des anecdotes, il fait des blagues avec son public, c'est un showman, quoi, c'est américaine, mais c'est à la fois très drôle et en même temps plein de bon sens, effectivement.
Dont cette un fameuse évangile. phrase, vous avez pas une entreprise, vous avez un job. Ouais. Et le pire des jobs, c'est-à-dire celui dont on peut jamais sortir. Donc, et vraiment, là, il met le doigt sur un truc vraiment, vraiment important. Donc, après, je dirais l'erreur, peut-être que tu soulignais d'ailleurs tout à l'heure, c'est de pas réussir à capitaliser sur nos réussites. Alors c'est un certain profil de dirigeant, mais assez répandu. C'est le mec qui a 10 idées par jour et qui se lasse très vite de sa boîte. C'est-à-dire que il est toujours en train de réinventer sa boîte, d'avoir une nouvelle idée, etc., etc. Tu vois ce genre de profil. Je le croise assez souvent dans ma salle de bain. Oui. et en fait, c'est pas tout à fait la même maladie qu'avant, qu'avec la boîte, mais ça ressemble. C'est-à-dire, c'est qu'à un moment, il faut se connaître. Il faut être capable de se mettre dans une case. Et on peut être plutôt visionnaire ou on peut être plutôt intégrateur. C'est rare d'avoir les deux. En tout cas, on n'a jamais les deux 50-50. Pourquoi je dis ça? C'est parce que moi, je pense qu'une entreprise qui se développe, en réalité, c'est toujours deux systèmes qui travaillent en parallèle et qui se nourrissent l'un l'autre. Tu as un système que je vais appeler le système de développement, qui est je cherche toujours les nouveaux clients, les nouvelles choses à faire, les nouvelles activités à proposer, etc. Tu vois, c'est le système du visionnaire, c'est what's next en permanence. Ça alimente la croissance de l'entreprise. Par contre, ça bouffe du cash, ça bouffe de l'énergie. Quelquefois, ça peut mettre la boîte par terre si on n'a pas un système, je dirais, pour limiter les directions dans lesquelles on part. Et puis en parallèle, tu as un système de rétention. C'est-à-dire qu'en parallèle, tu as un système qui est la cash machine, ou plutôt la machine qui va faire qu'on garde les clients, qu'on les rend plus loyaux, où on développe des choses sur des clients existants, etc., etc. Où on met en place les processus, où on met en place le système de management, etc. Et l'entreprise, je dirais antifragile, c'est celle-là. C'est-à-dire que si tu n'es que dans la poursuite effrénée de développement, tu vas mourir parce que tu vas cramer ton cash, tu vas cramer tes équipes, tu vas jamais consolider. Et donc, tu peux être, par exemple, un serial entrepreneur. Je crée, je vends, je crée, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais il faut juste en être conscient. Mais je pense que c'est pas les boîtes qui se vendent le mieux, d'ailleurs. Tu vois, le gars qui vend sa boîte ou qui refait une boîte où il est tout seul, bah, c'est sûrement que, à un moment, il n'a pas réussi à mettre en place un système de rétention où il a cru que c'était à lui de le faire. Après, une boîte qui a que le système de rétention, c'est-à-dire qui est que sur la loyauté client, la perfection des processus, etc., etc., elle va mourir aussi parce qu'elle va s'éroder, en fait. À un moment, elle va se déphaser. Les processus vont être trop lourds, ils vont plus être adaptés au marché, et donc elle va pourrir, elle va mourir. Alors que si tu as les deux systèmes, l'un alimente l'autre. C'est-à-dire que le système de rétention te donne une base et une assise parce qu'il capitalise tes savoir-faire, et quand on fait du développement, il vaut mieux s'appuyer sur un savoir-faire qu'on a déjà, ou il s'appuie sur tes clients pour acquérir un nouveau savoir-faire chez ces mêmes clients. Et le système de développement, en permanence, il teste des nouvelles choses, et il viole de temps en temps les processus, et quand il viole beaucoup un processus, on se dit, bah, le processus est plus bon, donc il faut le changer. Et donc, l'erreur d'un dirigeant, ça peut être, je dois faire les deux, alors que c'est pas mon tempérament. Et donc, une des clés pour sortir de la boîte dont je parlais tout à l'heure et pouvoir développer son entreprise, ça peut être de dire, je vais travailler mon système de rétention pour qu'il tourne tout seul, sans que je sois obligé d'y être présent partout, même si c'est mon bébé, je veux pas qu'il traite mal mes clients. Ok, mais comme on va les traiter bien dans 90% des cas, la boîte va survivre et tu pourras consacrer 100% de ton temps à aller en chercher de nouveaux. Et donc, ça peut aussi passer par l'embauche d'un directeur des opérations, d'un intégrateur, etc., etc. Voilà. Et ça peut vouloir dire aussi, c'est plutôt lui qui va s'occuper du management, tu vois. Mais, ce que je veux dire, c'est que, je vais reboucler avec ce que j'ai dit avant, ces deux systèmes, ils ne peuvent marcher bien que parce que tu as un système maître qui s'appelle le management
et qui les fait fonctionner avec des rituels, etc., etc. Donc voilà, je dirais s'il y a 3 erreurs qu'on rencontre souvent chez les dirigeants, c'est d'être trop dans la vision en croyant que ça va tout résoudre et oublier le système de management. C'est être en permanence dans sa boîte et travailler dans sa boîte au lieu de travailler sur sa boîte. Et puis de trop ne pas capitaliser sur nos réussites en étant toujours à la poursuite du prochain développement. Et puis après, si je devais dire un truc qui résume l'erreur fondamentale à laquelle vraiment, l'erreur fondamentale vraiment où un dirigeant n'a pas le droit d'aller, c'est ne pas déléguer. Parce qu'en fait, la délégation, ça résume tout le reste. La délégation, c'est le moment où tu réussis à faire en sorte que les choses se passent sans toi et qu'elles se passent mieux que si c'était toi. Alors après, je l'ai expliqué, une fois que j'ai dit ça, je vous ai donné aucune technique, mais je peux vous donner... Oui, et encore, on a vu tout à l'heure qu'effectivement, tout le sujet du système outil du manager, c'est de parvenir à déléguer, justement. Ouais, c'est ça. C'est de parvenir... Alors, en fait, il y a 2 choses. Je dirais que le premier Graal, c'est la délégation, c'est-à-dire que... Et franchement, c'est un grand plaisir que tu sois chef d'entreprise ou que tu sois manager, que d'arriver à un moment où t'es un à un, ça consiste plus à faire des feedbacks en permanence, ou moins, ça consiste plus à expliquer aux gens comment il faut faire, ou pourquoi il faut faire, mais ça consiste simplement à te caler dans ton fauteuil et à écouter ton collaborateur t'expliquer comment il a résolu des problèmes, comment il a développé l'équipe, comment il a développé la boîte, etc., etc. C'est-à-dire le moment où tu es devant ton collaborateur et en fait, c'est ton héros. Tu te dis, waouh, ce mec-là, cette nénette, formidable, elle fait des choses formidables. Premier Graal, je dirais, pour moi, du manager et du chef d'entreprise, et puis en y prenant du plaisir, hein, évidemment. Et le deuxième, c'est quand tu te rends compte que ta boîte ou ton équipe, c'est devenu une école. Je dirais que c'est la phase d'après. C'est-à-dire, c'est le moment où, en fait, les gens, ils sont plus chez toi juste parce qu'il faut avoir un taf et il faut gagner de l'argent ou bien avoir un confort, etc. Non, ils viennent chez toi parce que c'est le pied, parce que chaque jour qui passe, ils deviennent meilleurs. Et donc, c'est ton entreprise qui leur apporte ce développement personnel perpétuel et qui fait aussi se développer l'entreprise. C'est-à-dire le moment où, en fait, finalement, tes collaborateurs, c'est devenu des mini-entrepreneurs, ton équipe, c'est devenu une mini-entreprise, et qui contribue à ton entreprise globalement. Et ça, c'est le moment où, en fait, tu as créé une entreprise qui c'est-à-dire qui en permanence s'adapte, puisque ce sont tes collaborateurs, finalement, qui vont te dire, bah là, j'ai besoin d'apprendre ça, j'ai besoin d'être meilleur là-dedans, etc., etc. Eh ben, écoute, je trouve que c'est un beau point d'arrivée de cette conversation. Je suis presque touché, j'allais dire, parce que tu viens de dire autrement quelque chose qui est, avec mes associés, on avait formalisé ça il y a quelques années, qui était de dire c'est quoi notre envie pour cette entreprise, c'était de faire en sorte que l'épanouissement des collaborateurs et le développement de l'entreprise se nourrissent mutuellement. Et donc c'est exactement ce que tu évoques au travers de cette idée d'être une entreprise qui devient une école dans laquelle chacun grandit en faisant grandir l'entreprise. Et tu sais que c'est un thème de Michael Gerber. Toujours le même Michael Gerber. À un moment, il dit your company has to become a school. Dans une autre conférence qu'il a fait. Ah oui, parce que je m'en souvenais pas de celle-là, oui. Non, alors il développe pas du tout ce sujet, mais voilà, c'est une façon très simple de dire que en fait finalement ce à quoi on aspire et là où on se rejoint, c'est que l'entreprise, elle doit devenir meilleure en permettant à nos collaborateurs de devenir meilleurs. Oui. Et la dernière étude de Gallup dont j'ai parlé quelques fois sur le podcast, je sais pas si tu l'as vu, qui s'appelle It's the Manager. Pour la première fois, Gallup dit, ce que recherche aujourd'hui la majorité des travailleurs, c'est plus le job qui paye le mieux en travaillant le moins possible, c'est le job qui va m'épanouir.
Donc en plus, ça correspond probablement aux attentes générales de la force de travail. Ça tombe bien. Donc si je vais tenter de faire un petit résumé de ce dont on a parlé, et comme ça va te donner une ou deux minutes. Ça va être très très résumé. Ça va te donner une ou deux minutes pour réfléchir je voudrais te poser une question avant de nous quitter. Je vois qu'on approche du terme de notre rendez-vous. T'as une contrainte de temps dans quelques minutes, qui serait au-delà de tous ces conseils, quand on démarre, soit comme manager, soit comme entrepreneur, quand je dis démarrer, ça fait peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, on est souvent un peu tout seul face à ces problèmes. C'est pas évident de savoir à qui demander quoi ou de quoi s'occuper. Donc là, tu nous as donné des grands repères sur le sujet managérial. Je vais essayer de faire le résumé, mais sinon, quelles seraient les 3 premières ressources que tu conseillerais aux gens? Alors, quand je dis ressources, j'ai choisi ce mot très volontairement pour être très ouvert. Ça peut être un livre, ça peut être un podcast, ça peut être, j'imagine que tu vas me proposer le podcast outil du manager. Ça peut être un réseau, un événement, une pratique à mettre dans sa vie. Quelles seraient les 3 principales ressources que tu suggérerais à un dirigeant pour un dirigeant développer? ou un dirigeant, d'accord. On va dire un dirigeant. Ok. Et donc pendant ce temps-là, je vais tenter un petit résumé en repartant de la fin finalement. Ce que je retiens de notre conversation, c'est que finalement l'erreur la plus grave que peut faire un patron ou une manager ou une dirigeante d'une entreprise, c'est de ne pas déléguer. Parce que déléguer, c'est d'abord se créer du temps pour, par exemple, capitaliser sur ses réussites, pour travailler sur sa vision, pour travailler sur sa boîte plutôt que de travailler dans sa boîte. Tant qu'on ne délègue pas, on devient finalement l'esclave de sa boîte. On peut pas sortir. Et quand bien même on aurait une vision, ça suffit pas de l'avoir. Il faut effectivement mettre en place le système qui va permettre que ça fonctionne quand on est absent, qui va permettre de justement construire à la fois le système de rétention et le système de développement pour qu'ils se nourrissent mutuellement et avoir une entreprise qui peut grandir au-delà de soi. Donc, pour mettre en place cette délégation, il va falloir construire son système managérial avec les 4 grandes étapes et les outils associés, qui est de accorder du temps aux gens et créer de la confiance en mettant en place ces 1 à 1, parler de performance pour pouvoir s'aligner sur ce qu'on attend au quotidien et de façon très fréquente et remplacer l'intensité par la fréquence, c'est le principe du feedback. Mettre en place des systèmes pour développer les gens et leurs compétences, tout ça pour arriver à être toujours capable de déléguer plus et de pousser l'entreprise vers le bas. Je me souviens d'une citation d'une entrepreneuse américaine qui disait entreprendre, c'est créer la structure en dessous de soi, et donc on grandit avec la taille de la structure qu'on fait grandir en dessous. Pas mal. Voilà, donc la confiance, la performance, le développement qui mène à l'autonomie qui nous permet d'avoir nous-mêmes à notre tour confiance que ça marche bien quand on est absent, qui permet de travailler sur sa boîte pour la faire grandir. Super. C'est un très très résumé, mais ça permet de se revisiter les différentes choses qu'on a vues. Et du coup, est-ce que tu as eu le temps de réfléchir aux 3 principales ressources que tu suggérerais à un dirigeant? Alors en fait, je vais te suggérer un outil, une ressource et une pratique. Je t'écoute. Et tu vas voir que je suis un peu orienté, mais voilà. Moi, j'ai fait un, je sais pas si tu l'as vu, j'ai fait un email privé où je disais, on consomme pas sa propre cam.
c'est ce qui est, c'est la règle des dealers qui survivent et des patrons de bistrot qui survivent. Et c'est même la règle, si on en croit ce qu'en a dit Steve Jobs, qui disait je donnerai jamais un iPad à un de mes enfants, je préfère lui acheter des bouquins, etc. etc. Bon, moi c'est pas mon cas, moi je consomme ma propre cam, et donc quand tu me demandes des ressources et que tu me demandes d'orienter les gens, je vais obligatoirement renvoyer en termes de ressources au site outil du manager. Et voilà, là ma démarche est pas mercantile, c'est-à-dire que réellement sur le site il y a un tas de choses gratuites de ressources, et j'aurais tendance pour démarrer, à orienter vers le livre Le Manager Essentiel, et pour discuter vers le forum, parce qu'on a un forum qui est de plus en plus actif avec beaucoup d'échanges intéressants. Donc voilà pour la ressource. L'outil pour moi essentiel et à mettre en place, et même si on le met pas en place de manière parfaite, c'est pas grave, on peut ensuite l'améliorer, etc. C'est le 1 à 1. Ça, voilà. Moi, j'ai vécu, et c'est pas du pipeau, hein, je le dis pas mais le 1 à 1, c'est vraiment extrêmement transformateur, à la fois dans la vie, dans la manière de pratiquer son management, et très structurant dans la manière de créer une entreprise qui soit pérenne. Donc le 1 à 1, ce sera mon outil. Et puis une pratique qui est de se générer régulièrement, idéalement une fois par semaine, et je dirais pour démarrer une fois par mois, un moment où on n'est pas dans sa boîte et où on est ailleurs. Et pourquoi je dis ça ? Parce que c'est absolument vital pour un chef d'entreprise, et parce que ça peut permettre de commencer à se dire, tiens, en fait, je peux m'absenter et il se passe rien de grave. Et moi, la manière, je trouve, la moins culpabilisante peut-être pour un chef d'entreprise de le faire, c'est peut-être, par exemple, en adhérant à un groupe de chefs d'entreprise, mais pas pour faire du business, parce que ça, ce serait continuer à travailler dans sa boîte, vraiment pour avoir une réflexion sur son business, sur sa vie d'entrepreneur. Et moi, je connais 2 structures. Alors, il y en a une dont je suis adhérent, qui est la PM, et une autre structure que je connais parce que j'y interviens de temps en temps, c'est le CJD. Et vraiment, voilà, si j'avais 3 choses à conseiller à un entrepreneur, c'est ces 3 choses-là. Les ressources, c'est outil du manager, l'outil, c'est le 1 à 1, et puis la pratique, c'est d'adhérer, en tout cas de réussir à prendre du recul par rapport à son activité, et pourquoi pas en adhérant à un groupement, à une association de chefs d'entreprise. Parfait. Merci beaucoup, Cédric. C'est moi qui te remercie infiniment. Ah non, c'était un plaisir de passer ça fait presque 2 heures qu'on discute ensemble. Ouais, pas mal. Donc, comme on a passé un peu de temps à se caler au début, ça fera peut-être un épisode de 1h30 ou quelque chose comme ça. Et je suis sûr que ça sera passionnant pour tous nos auditeurs qui te connaissent déjà comme moi ou qui te découvrent à cette occasion. Si les gens veulent prendre contact avec toi, site outil du manager ou LinkedIn, ouais. Qu'est-ce que tu préfères ? Alors j'ai un profil LinkedIn. Le mieux c'est d'aller sur le site. Je donne mon mail. Mais ça veut pas dire que aujourd'hui j'ai du mal à répondre à tout, mais je vais vous donner quand même mon mail, c'est cedric@outildumanager.com. C'est simple. Et c'est quand même le moyen privilégié pour me contacter. Parfait. Merci beaucoup. Et puis, il te reste 4 minutes pour aller chercher ta voiture. Donc, tout va bien. Je te remercie infiniment et on finit à l'heure. Donc, c'est parfait parce que moi, je suis un bavard chronique. Donc, je déborde souvent. À bientôt. Merci. Merci Cédric. À très bientôt. Salut. Voilà. J'ai adoré cette conversation avec Cédric Vatine. On voit qu'en 10 ans de podcast sur le management et de conseils aux managers, il a vraiment construit un modèle solide et complet. J'espère que cet épisode vous a plu autant qu'à moi. Comme je l'indiquais en intro, j'ai rédigé une fiche pratique avec les points essentiels du management selon Cédric. Si vous êtes déjà abonné à l'hebdo de 1000 mentors, ma newsletter, vous l'avez reçu avec le numéro qui annonce cet épisode. Sinon, vous pouvez aller sur 1000mentors.fr, rubrique podcast, pour retrouver la page de l'épisode. Profitez-en pour vous inscrire, comme ça vous recevrez automatiquement les prochaines.
En plus, entre 2 interviews, vous recevrez chaque dimanche soir ma sélection d'articles intéressants pour des managers et dirigeants afin de prendre un peu de hauteur sur notre job. Une dernière chose avant de nous quitter, j'ai besoin que vous m'aidiez car le plus difficile dans le podcast, c'est de se faire connaître. Il n'y a ni moteur de recherche, ni annuaire de référence, tout se fait par le bouche à oreille et les recommandations. Du coup, j'aimerais que vous fassiez 2 choses pour moi. Premièrement, mettre une note 5 étoiles dans votre appli de podcast. L'idéal, c'est si vous mettez également un commentaire pour dire ce qui vous a plu, en particulier si vous utilisez Apple Podcast, qui en tient beaucoup compte pour faire des recommandations. La deuxième chose, c'est de partager. Si vous trouvez 3 ou 4 personnes dans vos amis ou collègues qui devraient écouter cet épisode, envoyez-le leur. Si vous voulez, j'ai même préparé des petits extraits pour partager sur les réseaux sociaux. Vous les trouverez sur le site, à la page de l'épisode. Merci beaucoup de votre soutien et à très vite. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode où on débriefera cette interview avec mes amis Christelle, Clémentine, Marc et Antoine pour faire quelques cas pratiques. Pensez à bien vous abonner au podcast pour ne pas rater la sortie. Merci de votre écoute.